Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un changement important dans la pratique de la rhumatologie en France, la fin de la prescription initiale hospitalière, ou PIH, des biothérapies. Jusqu'à présent, la première ordonnance de biothérapie devait être prescrite pour la première fois en milieu hospitalier. Cette règle a été mise en place pour garantir une sécurité, une prise en charge rigoureuse lors de l'initiation de ces traitements. Mais ce cadre a évolué et désormais, les rhumatologues en ville peuvent prescrire ces traitements en première intention. Ce changement ouvre de nouvelles perspectives, mais soulève aussi des questions, tant pour les patients que pour les praticiens. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Véronique Gaulistra, rhumatologue libérale, attachée à l'hôpital Cochin et secrétaire générale du CNP, le Conseil national professionnel de rhumatologie. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le contexte de la fin de la PIH des biothérapies ? Est-ce que cela concerne toutes les biothérapies et pourquoi a-t-on jugé que la prescription en ville était désormais possible ? Ce 17 avril 2024, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a levé cette PIH pour 7 classes de biothérapie administrées par voie sous-cutanée. Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, nous manipulons ces médicaments depuis 2000 pour les premiers anti-TNF administrés en intraveineux et 2003 pour ceux injectés en sous-cutané. Les autres biothérapies sont venues plus tard, mais avec un bilan et une surveillance très similaires. Donc, tous les rhumatologues formés depuis de 20 ans, les attachés hospitaliers géraient déjà ces traitements à l'hôpital, mais ne pouvaient pas les prescrire officiellement en ville. En 2019, l'ANSM, du fait de ce recul d'utilisation très rassurant sur la sécurité, avait déjà supprimé le renouvellement hospitalier obligatoire à 1 an pour les anti-TNF. L'Union des rhumatologues, gastro-entérologues, dermatologues, qui utilisent aussi ces médicaments, par la voie de leur CNP, syndicats, sociétés savantes, et aussi grâce à l'implication des associations de patients, a permis cette évolution. Toutefois, cette prescription reste réservée aux rhumatologues, gastro-entérologues, dermatologues, internistes et pédiatres spécialisés. Elle ne concerne que les biothérapies sous-cutanées, sans les formes IV, ni celles péros comme les JAK inhibiteurs qui sont encore réservées au milieu hospitalier. Ce changement est significatif pour les patients. Qu'est-ce que cela va concrètement changer pour eux ? Quels avantages peuvent-ils espérer et est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers dont ils doivent être conscients ? Cette prescription en ville permet de réduire les délais de prise en charge, ce qui est très important, notamment pour les polyarthrites, où les recommandations de la SFR, comme de l'EULAR, insistent sur l'objectif rémission, avec un début de ces traitements précoces nécessaires à 3 mois de prise en charge parfois, ce qui est parfois difficile à obtenir du fait des délais de rendez-vous à l'hôpital. En pratique, cela limite les déplacements répétés à l'hôpital, notamment pour les spondyloarthrites, des patients souvent plus jeunes en activité professionnelle, et libère du temps hospitalier. Les patients, en cas de situation plus complexe ou urgente, pourront être reçus plus facilement à l'hôpital. Plus que jamais, le patient sera acteur de sa maladie. Il devra comprendre et gérer lui-même à domicile son traitement, avec l'aide de son rhumatologue et des ressources qui lui auront été données. Du côté des rhumatologues libéraux, ce changement aura également un impact. Qu'est-ce que cela va changer dans leur pratique quotidienne ? Pour les rhumatologues libéraux ayant un pied à l'hôpital, qui géraient déjà cette prescription, comme pour les libéraux stricts, en fait 70% des libéraux tout de même en 2022 selon les chiffres de la CPAM, tout pourra être fait dans leur cabinet. Il faudra donc libérer du temps avec au minimum 2 consultations longues qui peuvent être valorisées pour les médecins en secteur 1 ou secteur 2 Optam. En effet, la prescription en ville n'est pas juste une ordonnance sur formulaire CERFA, mais plutôt 4 étapes pour lesquelles le rhumatologue dispose d'outils. Tout d'abord, la caractérisation parfaite de la maladie et des pathologies extra-articulaires ou intriquées, comme une atteinte pulmonaire, du psoriasis, Miki, diverticulite, etc. Le désir de grossesse aussi, où des situations particulières doivent être prises en compte pour le choix du traitement, impérativement selon l'AMM, et si possible associé à un DIMARDS. Le rhumato sera aidé par les recommandations de la SFR et de l'EULAR, aussi bien pour la PR que pour la spondyloarthrite, incluant le rhumatisme psoriasique. Ensuite, le bilan des comorbidités, la mise à jour des vaccins et l'évaluation du risque infectieux pourront être aidés par des questionnaires pouvant être donnés en salle d'attente,
Avant le bilan biologique avec le test du quantiferon qui sera remboursé puisque le rhumatologue aura bien écrit en vue de biothérapie sur l'ordonnance, la radio, le scanner pulmonaire ou d'autres examens. Bref, une checklist à vérifier qui sera consignée dans le dossier. Les fiches du CRI reprennent tous ces bilans. La série rhumatisme en sans question sur la PR et la SPA contiennent déjà les questionnaires adaptés. À l'issue de ces 2 étapes, la relation ville-hôpital reste primordiale puisque en cas de pathologie complexe notamment, une discussion en staff ou en RCP reste indispensable. 3e partie importante, l'éducation ou au minimum l'information du patient. Là aussi, des outils sont disponibles, comme l'application et site web eBoot Plus, élaboré par la SFR, le questionnaire Biosecure 2. Enfin, dernière étape, la prescription de la biothérapie sous-cutanée qui, dans les RCP, doit être injectée la première fois, du fait du risque théorique d'allergie, dans une structure de soins, donc soit au cabinet du médecin, soit dans un cabinet d'infirmière libérale ou dans un autre lieu de soins. Sans oublier la remise de la carte patient, le rappel du système d'Astri d'élimination des déchets, l'information pour le médecin traitant et la programmation du rendez-vous de suivi. Et quels sont vos conseils, vos recommandations pour ces rhumatologues libéraux ? Cette prescription en ville des biothérapies est une avancée. Elle nécessite une organisation de son temps pour le rhumatologue qui ne doit toutefois pas rester isolé. Il dispose déjà de nombreux outils bien répertoriés pour l'aider, lui, en pratique, mais aussi à donner aux patients. Pour certains patients, la mise en place sera facile, mais pour des patients très anxieux ou complexes, la relation ville-hôpital reste encore plus d'actualité, puisqu'elle permettra un avis collégial ou pluridisciplinaire, et notamment en cas d'échec d'une première biothérapie. De nombreux services, en plus des staffs, mettent en place des séances d'éducation thérapeutique, présentielles ou distancielles, ou des consultations d'infirmières ou de pharmaciens, sous la supervision d'un rhumatologue. Des organismes de formation continue, comme Rhumato-DPC, organisent des séances de discussion de dossiers. En plus, pour répondre au mieux aux besoins des rhumatologues libéraux, le CNP de rhumatologie avec la SFR lance une enquête proposée à tous les rhumatologues concernés pour évaluer leur opinion et leurs besoins face à cette prescription en ville des biothérapies. Les résultats seront présentés au prochain congrès de la SFR en décembre 2024. La SFR, elle, travaille à regrouper, à proposer des éléments divers, une sorte de kit de ressources mis à la disposition des rhumatologues. Tous ces éléments montrent que le rhumatologue libéral est prêt pour la prescription en ville des biothérapies, avec des outils qui sont actualisés régulièrement pour l'aider. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements sur la fin de la PIH et ses implications pour les patients et les praticiens. Merci à vous. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt!